d'être si nombreux dans cette toute petite salle, mais c'est plus chaleureux comme ça. Voilà, donc sur cette première diapo, vous avez deux aspects que je veux souligner. C'est une femme un peu mystérieuse, peinte par Gaston Vuillet, qui était un voyageur de la fin du 19e siècle, qui a parcouru l'Afrique du Nord, les Baléares, la Tunisie, et qui rapportait des reportages qu'ils envoyaient à un journal qui s'appelait Le Tour du Monde. Et il se trouve qu'il est arrivé en Corrèze dans les années 1870-80, qui a été fasciné par ce qu'il y découvrait. Et il y a de la place encore. Excusez-moi. Ah, je vous en prie. Et Gaston Vuillet, qui était aussi peintre, et donc il a fait plein de tableaux de ce qu'il voyait en Limousin, en Corrèze, et notamment autour des rituels, de la sorcellerie, des cultes aux fontaines, etc. Et c'est un témoignage extraordinaire parce que la photo était vraiment tout à fait à ses débuts, et il nous peint des personnages et des scènes qui sont vraiment pour nous tellement révélatrices, d'autant plus qu'il les accompagnait de ses impressions, de ce qu'il voyait. Donc là, c'est une femme. Pour moi, c'est le style des femmes, on en parlait avec une femme, ce qu'on appelait les fenassages, c'est-à-dire les femmes, la femme des villages qui aidait à mourir, aidait à naître, et celle qu'on appelait aller chercher la femme. Quand il y avait une femme qui sentait ses premières douleurs, c'était la femme qui connaissait les herbes, les secrets, etc., etc. Et puis là, c'est aussi pour moi révélateur de ce que je vais raconter. Vous voyez une femme qui est là, assez bien habillée, et un homme qui revient de quelque part et qui lui apporte quelque chose. Il a un bâton, donc il vient de loin, il a beaucoup marché, et il lui rapporte quoi? Sa bourse. Donc ça, c'est vraiment très, très symbolique de la paysannerie du Limousin. Et on va aussi en parler. Donc c'est ces deux aspects-là, et c'est un aspect qui donne une place particulière aux femmes. Alors, quand j'ai commencé à vouloir parler des femmes, on me dit, oh, bah oui, les pauvres malheureuses, c'est elles qui, pendant la guerre de 14, assuraient tout. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la guerre de 14 où elles faisaient tout le boulot des hommes. Il y a aussi beaucoup de circonstances et de lieux où elles faisaient le boulot, même pas des hommes. Là, elles faisaient les wagonnets. Hein. C'est les mines de kaolin de Saint-Thirier, pour faire notre jolie porcelaine dont on est si fiers et dont on parle dans le monde entier. Et bien, quand les wagonnets électriques n'existaient pas, c'était les femmes qui transportaient la terre de kaolin sur leur tête. Regardez, ça c'est marqué une carrière de Marsat, le kaolin, son extraction. Voilà. Bon. Et vous avez aussi à Lavaveix-les-Mines, les femmes qu'on appelait les modistes, c'était des mineuses. C'est des femmes qui travaillaient dans les mines. On les appelait les modistes parce qu'elles tenaient quand même à être coquettes et elles se mettaient un chapeau noir pour se protéger, mais avec plein de rubans. Donc, vous voyez que la coquetterie était là, mais c'est elles qui allaient mais véhiculer encore le minerai sur leur tête ou dans leur panier. Et puis là, ainsi aussi, galerie d'or au Châtelet en Creuse, des mines d'or. Donc vous avez les femmes et les enfants. Oui, donc elles étaient employées à tout. Et dans les usines de porcelaine, alors là vous avez qu'à lire Le Pain Noir de Georges-Emmanuel Clancier, qui raconte la jeunesse de sa grand-mère. Et voilà, elle avait réussi à échapper à la condition de métayer pour travailler aux usines et avoir un salaire. Un salaire, elles étaient payées moitié moins que les hommes, à peu près comme les enfants que vous voyez là. Et la poussière de kaolin vraiment leur rongeait les poumons. Et c'était vraiment un très très dur travail. Alors, elles parvenaient aussi à être retoucheuses, c'est-à-dire à travailler, celles qui avaient pu faire des études, de travailler dans la décoration. Alors d'abord dans la retouche, c'est-à-dire épousseter, poncer, peaufiner, et puis mettre les anses. Et puis aussi
ensuite, je n'ai pas mis l'image, mais à la peinture. Beaucoup étaient peintres de porcelaine. Quand la guerre est arrivée, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Là, c'était les derniers moments de liberté, ou c'est des moments de permission où vous les voyez avec leur... On était en train de parler du sort dur des femmes au début du siècle. Et bien avant la guerre, parce qu'elles faisaient le boulot des hommes, elles transportaient les minerais sur leur tête, enfin bref. Là, on arrive à la guerre de 14. Alors évidemment, quand on me parle des femmes, on dit « Ah oui, les malheureuses pendant la guerre de 14, elles ont fait tout le boulot des hommes ». C'est vrai. Et aussi, ces pauvres filles, elles étaient fiancées, ou elles se sont mariées au moment d'une permission, et à savoir si elles reverraient leur chéri une fois que ça serait passé. Mais elles étaient aussi infirmières. Bon, je passe. Et alors, surtout là où elles ont fait le boulot des hommes, c'est dans les usines. Et notamment les usines d'armement. Là, c'est une photo prise à Limoges où elles faisaient les obus. Hein. Regardez la taille des obus. Hein. Ce n'est pas les missiles actuels qu'on envoie en Ukraine, mais presque. Hein. Regardez, c'est quand même... C'était lourd. Et puis, voilà, ça c'est un dessin d'Alluot qui représente à peu près la même chose. Et puis, alors ça, c'est Bénat. Et Bénat, c'est une photo que j'ai eue à Bénat à un moment quand j'ai fait le travail sur le Kaba. Elle fabriquait des caillebotis pour les tranchées. Ces braves femmes, vous voyez, hein? Les caillebotis qui étaient au fond des grands. Voilà. Il fallait bien qu'ils se fassent quelque part. Eh bien, ils se faisaient à Bénat. Peut-être pas tous, mais... l'histoire, la carte postale ne le dit pas, mais sans doute, parce que c'est... Pourquoi ? C'est imputrescible quand même. Voilà. Bon, alors, aussi, là, dans la Deuxième Guerre, on parle toujours des résistants. Oui, mais bon, mais pour que les résistants puissent résister, il fallait des informations, il fallait passer les messages, et il fallait aussi être nourris, parce que dans les bois, ils n'allaient pas manger des glands. Peut-être qu'ils ont mangé des glands, mais il y avait dans les familles, chez les fermiers, il fallait bien qu'il y ait des femmes pour faire la soupe, pour faire cuire les pommes de terre, pour faire le pain et pour leur apporter. Donc ça, il fallait bien les femmes pour tout ça. Ah, voilà, donc sans les femmes, pas de résistance. N'est-ce pas? Voilà. Et là, ça c'est pour les soigner, c'est toujours les femmes qui soignent. Bon, ça c'est classique. Hein? Ça c'est classique. Mais, et pourtant, voilà. Ça, c'est une illustration dans Limoges illustré en 1899-1900. Limoges illustré, 1900. Donc, vous voyez très bien, hein, la mule, la femme, un bonhomme qui tape dessus. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des dictons qui racontent la même chose. Il y en a un, par exemple, qui disait exactement, tu as une bonne chèvre, tu as une bonne mule, tu as une bonne femme, tu as 3 méchantes bêtes. Oh là là, c'est quand même dur. Hein. Mais en fait, c'est peut-être plus dit, mais c'est forcé. Je sais pas. Oh, quand même pas. Faut pas exagérer. Hein? Il y a 2 ânes, peut-être sur les 2. Hein. Moi, je pense qu'il Il y a 2 mules, ouais. Non, il y a 2 ânes. Et la mule. Il y en a un par terre, mais il y en a un dans la charrette. Ah oui. Bravo. Alors ensuite, on saute un peu une génération. Ça, c'est au temps de Chirac, qui nous disait, ce que j'aime bien chez les femmes corréziennes, c'est que la femme est toujours debout derrière les hommes, n'est-ce pas? On ne s'asseyait pas à table. Bon, alors là, c'est une photo de Simon Loradour, qui était grand photographe à la montagne. C'est près du côté de Merline, et c'est un bistrot, c'est vrai. Donc, la femme, elle est debout, parce qu'elle tenait le bistrot. N'empêche que tous les hommes, ils sont là, goguenards, et à raconter des histoires de mecs sur les pauvres bonnes femmes. Voilà, donc c'est quand même, c'est juste un peu symbolique, mais... Hein? Bon, il m'approuve, le François.
Oh, t'as pas fini d'en entendre. Alors, dicton que j'ai aussi trouvé dans les livres écrits fin 19e siècle, notamment l'abbé Gorce, qui disait « C'est toujours par les femmes que la misère vient ». Bon, il y a toutes sortes de dictons comme ça. 3 châtaignes dans la bogue, mauvaise année, 3 femmes à la maison. Non, 3 châtaignes dans la bogue, 3 femmes à la maison, la misère dans la maison. Enfin bref, que des trucs comme ça. Bon, bref. Alors on oublie. On oublie et on va retourner très, 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 très loin. Là, vous avez une gravure sur un os de reine. Et c'est... Parce que vous savez qu'au moment de... Quand il y avait au temps des grottes de Lascaux, il faisait très, très froid. C'était les glaciations. Donc, on n'y trouvait pas des chevreuils, etc. À l'époque, c'était des rennes. Donc, c'était un climat glaciaire comme celui que vous trouviez dans le Grand Nord, en Laponie. Donc, c'était ce que les archéologues disent, c'était une civilisation du renne, chez nous. Hein. Alors, donc, il y a des rennes ici, c'est pas le renne du Père Noël, c'était vraiment des rennes, au moment de Lascaux. Alors là, c'est à cette époque-là, vous avez une représentation d'une femme couchée, et vous voyez bien qu'elle est sur le point d'accoucher, et elle accouche, pourquoi, je ne sais pas, entre les pattes d'un cervidé qui doit être un renne, on l'appelle la femme au renne. Et alors, c'est pour rappeler qu'il y avait entre les humains et les animaux une grande continuité. Et que les humains et les animaux échangeaient beaucoup de choses, qu'ils étaient protecteurs, il n'y avait pas de différence nature-culture. C'était un monde qui vivait en symbiose, exactement. Et ça, c'est pour le rappeler. Et là, c'est important parce que je vais vous montrer d'autres images où les femmes sont presque toujours représentées en position de préaccouchement ou de maternité qui va arriver. Et ces messieurs préhistoriens, on les a appelés par dérision les Vénus. Parce que, évidemment, ces femmes, elles ont de belles formes. Elles ont de beaux seins, elles ont de belles fesses, enfin, assez volumineuses. Et puis, celle-là, elle m'est particulièrement importante pour moi, parce qu'elle représente une femme donc avec des seins lourds. Hein. Elle met sa main là. Ça vous rappelle rien, les femmes? Peut-être pas messieurs, mais quand on est enceinte. Hein, c'est ça qu'on fait. Hein. Donc voilà. Et puis alors là, donc elle a la vulve vraiment développée. Là, et puis là, alors la main droite là, et la main gauche là. Et là, qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Une corne d'abondance. Certains disent, les archéologues ne savent pas très bien, mais certains pensent que ça peut être une corne de lune un peu tronquée, mais surtout il y a des stries là. Donc si ça a des stries, ça veut dire que ça a référence à un cycle, à un calendrier, ce qui rapproche peut-être un peu de la corne d'abondance qui indique la fécondité, que la lune aussi a des cycles et que le cycle de la femme et le cycle de la lune, eh ben, c'est parallèle. Et alors cette position comme ça, je l'ai trouvée souvent, et on va voir. Alors, on va passer un petit peu d'études d'anthropologie. Hein. On va remonter donc au temps de ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs, où du reste les cueilleuses étaient beaucoup plus importantes que les chasseurs, parce que les chasseurs, c'était aléatoire. Pour chasser, il faut se grouper, il faut des règles. Tandis que les femmes, eh ben, une fois qu'elles ont terminé d'allaiter, ben, il faut qu'elles trouvent de la nourriture pour leurs petits. Donc la nourriture pour leurs petits, elles ne vont pas la trouver à la chasse, elles vont la trouver dans leur environnement proche.
ce qu'elles vont pouvoir trouver dans la nature, des graines qu'elles vont prémâcher pour ensuite les mettre dans la bouche de leurs enfants, des baies, des racines qu'elles vont piler pour les écraser, enfin tout le produit des récoltes et des cueillettes, c'est plutôt les femmes qui ont assuré, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les préhistoriens qui le disent que la cueillette était plus importante que la chasse, et la cueillette c'est surtout féminin. Voilà. Alors comment se constituaient les unions? C'est-à-dire avec qui on se mariait? Parce que c'était des groupes qui n'étaient pas importants, il n'y avait pas beaucoup de population. Alors, certaines théories disent qu'on se mariait à l'intérieur de son groupe. Ça, on en est revenu là-dessus. Parce que c'était des groupes qu'on appelle exogames, c'est-à-dire que c'était des petits groupes qui étaient nomades et qui allaient d'un endroit à l'autre. Et alors, il était bien plus intéressant de se rapprocher des autres groupes pour pouvoir faire des échanges, plutôt que de se faire la guerre. Ils n'étaient déjà pas nombreux, donc il valait mieux s'entendre avec ses voisins. Et quelle est la meilleure façon de s'entendre avec ses voisins ou avec les autres groupes qui partagent le même territoire? C'est de s'allier. Si on est allié avec un groupe concurrent, c'est-à-dire s'allier, c'est le terme de l'alliance, faire alliance, c'est-à-dire se marier entre groupes différents. C'est ce qu'on appelle l'exogamie, c'est-à-dire on se marie avec d'autres groupes que soi. Et ça permet l'enrichissement, les échanges. Il y en a qui ont du sel, et il y en a d'autres qui ont des silex, etc. Comme ça, on est en bonne entente, en bonne harmonie. C'est l'exogamie, voilà. Alors, quand l'agriculture est apparue, ça a pris du temps, hein. On n'est plus à l'âge glaciaire. On est à des époques de réchauffement climatique. Et on pense que les premiers agriculteurs, ils sont apparus dans toutes ces régions qui sont en bouleversement continuel depuis des millénaires et des dizaines de millénaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, voilà, ce qu'on appelle le croissant fertile. Et donc, à partir du moment où on a compris que si il a fallu qu'il y ait la pierre polie qui arrive. Bon, c'est des détails, enfin, ce n'est pas des détails, c'est capital. Mais bon, on a appris à défricher, à faire des trous dans la terre, et on a appris à mettre des graines ou à transplanter déjà des plantes dans son enclos et à semer des graines qui allaient pousser. À partir du moment où on attend des récoltes, eh bien, il faut se sédentariser. Il faut rester. Et quand on a constitué son petit jardin, son petit enclos, on l'entoure contre les bêtes sauvages et contre ceux qui ne sont pas encore agriculteurs, qui ne savent pas faire. Donc les nomades, les bergers. Donc on met une clôture et on attend. Et quand on a des récoltes, on essaye de les garder et on se les protège aussi. Alors ensuite, la génération qui arrive, quand les enfants seront en âge de s'unir, est-ce qu'on va permettre aux filles d'aller épouser quelqu'un d'un autre groupe? Ben non, parce que sinon ça fait rentrer un futur gendre dans le domaine, c'est-à-dire un homme, alors que les fils, on voudrait laisser la propriété à un fils, peut-être à deux, mais on va le garder dans la famille, ce qu'on a, parce que ça a pris du temps, il y a beaucoup de peine de se constituer un enclos, une propriété. Et pour éviter de partager, eh ben, il y a un seul héritier, ou deux, mais en tout cas des garçons, et on marie les filles dans la famille, c'est-à-dire qu'on va garder les femmes dans la famille pour assurer la succession. Ça s'appelle ce qu'on appelle en anthropologie l'endogamie. Et l'endogamie, vous allez dire, mais on ne peut pas se marier dans sa famille, ça fait des mélanges. Bon, peut-être que ça fait des mélanges pas bien, mais l'endogamie, elle existe toujours. D'abord, l'endogamie, elle s'est perpétuée chez les paysans, le mariage entre cousins.
C'est dans la famille. Dans les royautés, ils se mariaient tous entre cousins, la dégénérescence. Et actuellement, je peux vous dire aussi qu'il y a des religions où on se marie dans sa famille. Encore il n'y a pas longtemps, à Égletons, je rencontre une petite Turque, parce que moi je les connais un petit peu, jeune fille, parce que j'ai fait un peu de l'aide aux devoirs. Donc une petite fille de 17 ans, ma soeur s'est mariée. Ah oui, avec qui? Ah ben elle a épousé son cousin. Eh bien il habitait à Égletons. Non, il est venu de Turquie. Donc, c'est une culture patriarcale où on garde dans la famille. Et on trouve de marier, faire épouser à sa fille un garçon, un cousin, ça le fait rentrer ici, et puis ça fait de la main-d'œuvre supplémentaire. Et puis, donc, c'est pas. Et puis, ils ne sont pas plus dégénérés que d'autres. Hein, ça, c'est un peu un mythe, mais enfin bon. Voilà. Donc, le sort des filles est lié à la possession de la terre. Et quand la terre est communautaire, les femmes sont plus libres. Donc ça, je m'en suis rendu compte. J'ai dit, j'arrive au temps celte, mais où la terre était communautaire. La terre étant communautaire, il n'y a pas de propriété privée. Et quand on veut marier sa fille, il n'y a pas de problème de virginité ou d'honneur masculin. Et ça, je l'ai vu au Pérou, où la terre est communautaire. La terre est communautaire, donc quand deux garçons se plaisent, eh bien, on les fait vivre ensemble. On leur donne un bout de terre. Si le couple se dissout, ben, ils rendent la terre. Ou quand deux vieux décèdent, on rend la terre à la communauté. Bon, ça, c'est traditionnel, parce que depuis la colonisation, ça a un petit peu évolué. Mais le principe, c'est ça. Il en est resté ce qu'on appelle le mariage à l'essai, c'est-à-dire que le couple se dissout, se défait, il rend la terre. Et alors, à ce moment-là, il n'y a pas du tout question, le problème de la virginité ne s'oppose pas. Puisque forcément, si on les fait vivre ensemble, la fille, elle ne va plus être vierge. Mais peu importe, si elle a déjà vécu avec quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on va dire oh là là, elle a perdu, c'est le déshonneur, c'est la catastrophe. Non, ça n'a aucune importance. Et alors, c'est la même chose chez les Celtes. Alors ça, je vous ai mis, où est-ce que c'est? Un de ces fameux carnix qu'on a trouvé à Naves, à Tintignac. Voilà. Ça rappelle un fameux chaudron qu'on a trouvé dans les Landes du Danemark, et qui est tout complètement. Il est venu à Meymac, une copie est venue à Meymac il y a 2 ans. C'est un chaudron rituel grand comme ça, qui est couvert de scènes mythologiques qu'on ne comprend pas très bien. Mais n'empêche que, voilà. C'est du quoi comme matériau? C'est du bronze, oui, tu as raison. Oui. Et c'est grand comme ça. Et sur ce fameux chaudron sont représentés des carnixes. Donc, ce qui nous dit bien que notre civilisation celte, eh ben, elle se rattachait à une grande civilisation celte de toute l'Europe, l'Europe centrale, l'Europe du Nord centrale. Ce qui fait qu'on ne peut plus dire nos ancêtres les Gaulois, c'était des rusés mais qui ont été battus par les Romains, ils vivaient dans des cabanes, ils étaient... Bon, bref, le poncif ordinaire véhiculé par Astérix. Bon. Et ce qui est important, c'est qu'il y avait une divinité qui s'appelait Cernunnos. Cernunnos, c'était le dieu de la nature, vous voyez, et qui a des cornes de reine sur sa tête. Mais on a un Cernunnos, nous. On l'a trouvé à Margeride. C'est un petit dieu qui a des cornes sur la tête. Et il a un torque là. Le torque, c'est ce qui montre la divinité. Et là, il a un corps torque. Mais, c'est pas fini. Cette déesse-là, voilà, elle a des petits seins, elle a des cheveux. C'est une femme. Elle a un torque qui indique la divinité. Et celle-là, encore mieux. Et ça, Voilà. c'est d'ici? Non, c'est sur le fameux chaudron de Gundestrup. Mais pour indiquer que dans cette civilisation-là, eh ben, les femmes pouvaient être des divinités.
Donc c'était une religion polythéiste liée aux forces de la nature. Voilà, divinité féminine aussi bien que masculine, des unions plus libres. Et effectivement, quand un couple se constituait, il n'y avait pas d'histoire de différence de richesse entre eux. Parce que la richesse n'était pas la terre, puisqu'ils avaient des terres communautaires. La richesse, c'était le bétail. Donc, le bétail, il n'est pas limité. Ce n'est pas comme la terre qu'il faut se partager. Le bétail, ben, c'est ce qu'on peut élever, tout ce qui est la production de chaque année. Si une femme avait plus de bétail que son garçon, que son mari, c'était elle, la patronne. Et autre chose, le mari avait une femme, bon, et il pouvait avoir des servantes. Et tous les ans, il changeait de servante. Il devait changer de servante. Mais ces servantes pouvaient être aussi ses concubines. Et la femme ne disait rien. Parce qu'en fait, ça lui faisait une servante. C'est comme en Afrique, on a encore dans certains. Et ben voilà. Pourquoi il devait changer de servant? C'était la loi, parce qu'il y a un roulement, et pour pas s'attacher. Et vous avez, en Limousin, encore il y a un siècle à peine, il y avait tous les ans, en début de saison, le marché des valets et le marché des servantes. Tout à fait. Alors, ça, c'est vrai. Bon, C'est vrai aussi. C'est pas Voilà. Jusqu'en 1920. exactement, il le dit 1920. Vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes notable, commerçant de brie ou de tulle, vous allez au marché domestique Voilà. et vous choisissez, et je peux permettre, hein, Oui, mais bien sûr. et vous choisissez votre domestique. Voilà. Et le pire, c'est qu'il y a aussi, alors je le dis pire, hein, c'est plomb un peu, l'assistance publique. Moi, ma grand-mère est morte il y a 20 ans en 2004, elle était née à Mazières. Quand elle est arrivée de rue chez son mari, belle-fille, et ben son mari, sa belle-mère, faisait une demande à l'assistance publique et on l'envoyait, je cite, hein, des petites bonnes. Et quand ça ne convenait pas, on pouvait les renvoyer. Voilà. Il y a eu ça. Ça, je l'ai- Oui, oui. C'était. D'ailleurs, ça a duré très longtemps. Ça a duré très Agathe, longtemps. c'était ça. Oui. 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 Dans la famille. Oui. Bon, elle est restée jusqu'à sa mort, mais c'est pas pareil. Oui. Elle a été. Oui, oui, mais après, ça dépend, oui. Mais c'était encore ça. Ouais. En Il y a une dame qui veut dire quelque 1900, chose avant derrière. 14, Oui, oui. Oui. Tu disais les couples se faisaient, mais ces couples ils se faisaient parce que c'était programmé, préparé d'avance. Ils devaient se marier entre eux ou c'était une histoire d'amour. Oh, c'est pas une heure d'amour. C'est pas une histoire d'amour. Non, C'est les terres, attention. Là. non. C'est nous qui avons inventé l'amour. Hein. Vous avez raison de rêver, mais là, je pense C'est nous qui avons inventé l'amour au XXe siècle. Hein. Oui. Et les femmes, elles avaient le droit d'avoir plusieurs servants, elles aussi. Et plusieurs vallées, peut-être, je sais pas. Ça, mais Il n'y avait que la polygamie, pas la polyandrie. ah, je crois pas là. Il y avait des servantes, des familles de commerçants. Oui, oui, Et après, les commis de ferme. oui, les commis de ferme. Les commis de ferme. Oui, alors attends, je vais y passer au commis de ferme, plus loin. Pour la, si, au Valais. Je vais passer au Valais un peu plus tard, tu vas voir, vous allez voir. Bon, alors, donc il y avait ce roulement. Et alors, je vais vous dire aussi, je vais y passer aussi un peu plus tard, c'est que finalement, les femmes qui avaient une servante, et peut-être un valet, que le mari est une concubine à côté, ça leur posait pas forcément de problème parce que bon, les femmes ne sont pas forcément toujours disponibles. Hein? Et puis, bon, ben, va voir ailleurs. Hein. Et on sait que l'année suivante, ça faudra qu'elle l'éjecte. Enceinte ou pas enceinte. Hein? Hein? Ah oui. Ben, bon, enfin, bon, je n'étais pas là pour voir exactement comment ça se passait, mais... Bon, alors, on va dire, parce qu'il y a Olivier qui... Bon. 4 heures. Ah ben, oui, c'est à 4 heures. Bon, alors, la religion, comme vous pouvez vous savez, c'est une religion des lieux, des roches, de l'eau, des montagnes, etc. Et il y a 2 places assises là.
Coucou. Où il y a 2 places assises là ou sur le banc là. On peut avancer les chaises et mettre le banc. Voilà, alors là, c'est une photo que j'ai prise au nord de Mémac, vers Saint-Sulpice-les-Bois. C'est un endroit où il faut un peu marcher, franchir des propriétés, donc c'est pas très facile d'accès. Mais j'ai pris cette photo-là parce que c'est sur un sommet où il y a des cupules qui sont toujours pleines d'eau. C'est pas la chapelle Aura, là-haut, très haut. Non. C'est encore ailleurs. C'est encore ailleurs, Saint-Sulpice-les-Bois. Et alors, en dessous de cet amas rocheux où il y a toujours de l'eau, ah ben mince, je ne l'ai pas là, j'ai oublié de le mettre. Non, ben écoutez, c'est sur un autre montage. En face, voilà, en dessous, il y a une toute petite fontaine et une petite chapelle. Pas une chapelle, mais... Et c'est la chapelle ou la fontaine de Bellafa. Vous voyez Bellafa, la belle fée. Et actuellement, dans cette petite chapelle, en dessous de là, qui devait être sûrement un lieu sacré, c'est pas une fée, c'est une Sainte Vierge. Bah oui. Voilà. Donc, pouvoir voir le lien, la jonction entre l'eau, franchement, qui soigne, et peut-être on venait s'y laver, faire des rituels, je ne sais pas quoi. Mais en dessous, on a eu besoin de la christianiser et de faire une chapelle de la belle fée. Voilà. Alors ça, c'est la reconstitution d'un sanctuaire en pays anglo-saxon, celte, enfin bref, c'est en Angleterre, c'est un musée archéologique qui ont reconstitué une fontaine sacrée, un lieu de culte sacré. Donc là, il y a de l'eau, là, il y a une espèce d'effigie, là, il y a des rochers, et là, vous voyez, il y a des arbres. Et sur l'arbre, il y a quoi? Des tissus, des bandelettes de tissus. Voilà. Alors, ça, on le trouve partout, dans toutes les religions. L'association entre un lieu de culte, l'arbre et des tissus qui sont accrochés. Moi, ça a été ma première chose qui m'a vraiment troublée. J'étais petite fille en Algérie. Je prenais le chemin qui montait vers le bled, comme on disait avant. Et à 500 mètres de là où on habitait, du village, et ben, sur le bord de la route, il y avait, ce qui se voyait bien, c'était un marabout. Marabout, c'était une petite chapelle blanche avec un croissant, là. Et à côté, un arbre au rabougri couvert de bouts de tissu comme ça. Alors, savoir pourquoi des bouts de tissu. Il y en a encore en Turquie actuellement. Et moi, je pense que le tissu, c'est quelque chose, ça a été une invention vraiment capitale aux périodes néolithiques et après. Parce que pour faire du tissu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir... faut savoir ramasser des fibres, de la laine, du coton, etc., les filer, les tisser, etc. Et c'est comme on passe de la peau de bête au tissu. C'est quand même une invention extraordinaire. Et le tissu, il ramasse aussi tout ce qu'on a, tous les miasmes, tous les microbes, tout ce que. Sans doute pour ça qu'ensuite, on va le voir, aux fontaines, on apporte toujours des linges, comme si c'était sa propre personne qu'on apportait à la fontaine. Pas des demandes de purification? Alors, c'est des demandes de santé, de guérison. Oui, bien sûr, de guérison. Sur la fontaine du miracle en Limousin, c'est ça. Ah oui, bien sûr. On va en voir, parce que ça, c'est aussi une histoire de femme, là. Alors, on passe au temps de la Gaule romaine. Alors, vous avez énormément de représentations qui représentent des mères, des femmes. Là, vous en avez une double parce qu'elle est des jumeaux. Mais là, il y en a des quantités. Vous en avez dans tous les musées. Là, c'est Epona. C'était une grande déesse celte qui représentait le passage de la vie à la mort. Et elle était toujours sur un cheval ou avec un cheval, parce que ça représentait le passage
dans l'autre monde. Je dirais pas dans ce qu'on appelle les enfers ou ici-bas. Non, c'est un autre monde qui n'est pas le monde des vivants, où il faut un passage particulier pour accéder. Et puis, vous avez, alors là, tout ce qu'on appelle, on a toujours appelé des Vénus, ça c'est encore une invention des hommes, parce que ce sont des jolies petites figurines, où les femmes, elles sont très mignonnes, vous en avez dans tous les musées. Celle-là, elle vient du musée de Mémac. Il y en a un musée de Guéret, il y en a un musée de Limoges, il y en a dans tous les musées gallo-romains, ou même pas gallo-romains, à l'époque gallo-romaine, vous avez ces petites figurines-là, qu'on appelle des Vénus anadiomènes, c'est-à-dire qui sont surgies de l'eau. Alors, elles sont toutes nues, bien conformées, avec un joli petit déhanché. Vous avez cette position, alors la jolie petite vulve, là, cette position où la main gauche, elle est comme ça, et la main droite, elle est comme ça, comme tout à l'heure. Elle n'est pas sur le ventre, non. Non, elle n'est pas sur le ventre, mais elle est comme ça. Alors là, ça pose problème. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a qui disent, bon, les puristes qui ont fait des études gréco-latines, ils disent que c'est Vénus sortant du bain, donc c'est sa serviette de bain. Vous êtes d'accord? Ah, mais les classiques, ils disent, mais c'est parce qu'il y a des représentations des Vénus je ne sais plus le nom de l'artiste, Phidias, qui, c'est vraiment une serviette. Hein. Mais celle-ci, non. Non, non. Alors, voilà une autre. Voilà une autre. Et alors là, ça, elles sont souvent représentées par 3 aussi. Ça vient d'Angleterre. Vous en avez 3. Et alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que là, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas si c'est de l'eau, si c'est des linges. Ça, on ne peut pas savoir. Mais, pardon? Oui, ça a l'air d'être des sirènes. Mais oui, mais tout à fait. Et les sirènes, ben, c'est de l'eau. Hein. Et alors, remarquez bien, qu'est-ce qu'elles ont? Elles portent un vase. Dedans, il y a quoi? Il y a de l'eau, il y a quelque chose pour soigner. Mais vous allez voir où est-ce que ça amène. Vous allez voir. Donc, c'est des déités de l'eau. Et regardez celle-là. Et alors, regardez, la pudeur, le geste est transformé en geste de pudeur. Donc, les longs cheveux, c'est comme ça. Et puis là, c'est comme ça. Mais sinon... Et on les appelle, celle-là aussi, on dit la Vénus anagiomène de Botticelli. Et Botticelli, forcément, il a pris ses modèles dans les petites déesses de l'Antiquité. Alors, on va les retrouver après. Alors, quand arrive l'Évangile, le Dieu unique, eh bien, on transforme les religions polythéistes ou monothéistes déjà du judaïsme, un seul Dieu, mais un seul Dieu, comme par hasard, en 3 personnes. Donc, comme il y avait eu des triades de divinités, on a fait une triade de dieux, mais masculins cette fois. Hein. Les 3 dieux masculins. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et l'empereur Constantin s'est converti très vite au christianisme, parce qu'il a vu qu'au bout de 3 siècles, c'était en l'an 300 et quelques, le christianisme s'était quand même vraiment beaucoup développé, et il a pensé que c'était bien pour pouvoir partir à la conquête du monde, d'avoir une religion pour souder les gens. Donc voilà, il a mis les évêques à la tête de son administration. Ils se sont réunis en concile régulièrement, des conciles du monde, de tout le monde chrétien, pour mettre au point une théorie. Et ensuite, ils se sont dit, avec ça, on va pouvoir propager une bonne parole. Le Dieu, un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, je ne vous l'ai pas mis là parce qu'il ne faut pas rallonger les choses, mais quand même, au bout d'un moment, ils se sont dit quand même, il faudrait peut-être rétablir quelque chose de féminin.
et ils ont réintroduit la Vierge Marie, donc la mère de Dieu, mais vierge. Bah oui, obligé. Donc ils ont introduit la mère de Dieu vierge, la Théotokos, mais voilà. Alors ensuite ils se sont mis à christianiser tous les lieux où il y avait déjà des cultes, parce qu'il y a un pape qui s'appelait Grégoire VI, et Grégoire le Grand, qui a dit à ses émissaires, quand vous trouvez un lieu de culte, surtout, vous ne le détruisez pas. Ne faites pas comme ceux d'avant, parce que ça ne sert à rien de détruire, ils recommencent. Vous ne le détruisez pas, seulement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à faire les mêmes rituels, les mêmes choses, mais au lieu que ça soit l'eau qui guérisse, vous allez mettre des reliques de saint, une statue de saint, et ça ne sera plus l'eau qui va guérir, ça sera saint machin, saint truc ou saint autre chose. Donc, mais vous continuez à faire pareil. Donc, ce n'est pas étonnant que l'Église encore actuellement, elle soit pleine de gestes qui ne sont pas vraiment chrétiens, mais qui se sont transmis. Voilà, dans la continuité. Et alors, christianisation des lieux sacrés, là vous avez sur le Doustre un rocher sur lequel on plante une croix, mais là vous en avez pas partout dans tout le Limousin, hein, les menhirs christianisés et tout ça. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, une invention, c'est l'invention de l'enfer. Parce que Jésus, il n'a jamais parlé d'enfer. D'enfer qui brûle et qui rôtit et qui attention, et les pères de l'Église, ils disent, attention, c'est pas symbolique, hein. Ça brûle pour l'éternité. Alors nos pauvres paysans limousins, ou pas limousins, mais les pauvres paysans, ou que ça soit en Afrique, au Pérou, ou n'importe où, quand on leur dit, si vous ne nous obéissez pas, vous allez brûler pour l'éternité, et pas comme dans le feu de votre canton qui s'éteint le soir si vous ne remettez pas de bois. Non, là, ça crame. Ça crame. Alors, un feu éternel, vous voyez, alors là, ils ont mis en scène Jésus qui est en train de fourrer les pécheurs dans la gueule de l'enfer. Et puis, alors, il y avait bien sûr ces pauvres paysans de tous les autochtones de partout. Ils faisaient de la résistance, hein. Surtout que chez les Gaulois, la religion chrétienne, c'était la religion des Romains. Donc, c'était la religion des conquérants. Donc, ils faisaient de la résistance et ils ne voulaient pas, etc., etc. Donc, ils se démenaient, comme tous les grévistes qui sont face au Black Bloc. Et on les appelait les énergumènes. Vous voyez, énergumènes? C'est pas mal, hein? Parce qu'ils montraient de l'énergie qu'ils ne voulaient pas. Bon, bref. Voilà, c'est la résistance. Alors, on va quitter un peu ce moment-là et pour avancer dans la christianisation. À un moment donné, je vais faire bref, quand les Francs sont arrivés, ils sont arrivés vers l'an 500, 400-500. Ils sont venus donc des régions germaniques, ils sont descendus et ils sont arrivés à la Loire. Là, c'est la Gironde, ils sont arrivés à la Loire. Et là, ils ont été bloqués par la Loire. Parce que c'est quand même un grand fleuve à traverser, etc., etc. Et puis d'autant plus que la Loire, il y avait un peuple qui s'était avancé jusqu'à la Loire. C'était des chrétiens, mais des chrétiens hérétiques, des chrétiens ariens, c'est-à-dire c'était des peuples venus, c'est trop long de vous expliquer, venus aussi du nord, c'était les Visigoths, mais les Romains leur avaient dit, allez, on vous installe là, arrêtez de nous embêter, on vous installe là, vous allez régner à Toulouse et vous allez nous aider à maintenir l'ordre. Alors pendant un siècle, il y a les Visigoths qui sont remontés jusque-là. Mais alors Clovis, à un moment donné, il s'est dit, bon, il faut que je me convertisse au catholicisme parce que c'était un païen barbare, hein, et il a épousé une princesse chrétienne, Clotilde, et il lui a dit, Clotilde, si ton Dieu me donne la victoire, je me fais chrétien. Alors, bon, il a eu la victoire sur, je ne sais pas qui, les Alamans ou je ne sais pas quoi. Bref, il s'est fait chrétien, parce que comme ça, il avait le soutien de tous les évêques de Rome catholiques. Et Rome était trop contente d'avoir un allié, une puissance qui allait pouvoir le débarrasser
de toute cette hérésie arienne. C'était pas le bon christianisme, bref. Et voilà. Et donc, il y a une bataille qui s'est passée là, vers Poitiers, la bataille de Fouillé en 507, où Clovis a arrêté, a tué le chef wisigoth. Et à partir de là, voilà, les Francs ont pu descendre jusqu'en bas. Voilà. Alors ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que cette ligne, la Loire, la ligne de l'avancée franque jusque-là, ça a coupé durablement l'Hexagone en deux parties. Le monde d'Oil et le monde d'Oc. Le monde d'Oil, c'est le monde dominé par les Francs, et le monde d'Oc, c'est le monde où est restée plus longtemps l'influence du Sud, c'est-à-dire l'influence romaine, par rapport à l'influence des Francs. Moi, qui suis originaire de par là, c'est-à-dire la Lorraine, par ma famille, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai senti peut-être mieux que des gens ici, c'est-à-dire que j'ai vu la différence. Et j'ai vu la différence notamment dans la place qu'on faisait aux femmes. Parce que la loi salique, c'est-à-dire la loi des Francs, elle dit que nulle terre n'aille aux femmes. Et alors, est-ce que vous connaissez une reine de France, vous? Une vraie reine de France, pas une femme de roi. Réfléchissez. Vous avez des reines d'Angleterre, vous avez des reines d'Espagne, vous avez des reines... la femme du roi. Non. Non, non, parce que c'était la cause de la guerre de 100 ans. Parce que Charles V, je crois, tous les fils du roi d'avant, ils sont morts. Et il avait bien eu une fille qui avait épousé le roi d'Angleterre, justement, et un petit-fils. Mais c'était en ligne féminine. Alors, ils se sont bagarrés là, et parce qu'il y a un cousin en ligne masculine qui s'est proclamé, qui était... Voilà, il s'est présenté sur l'héritage, et ça a été 100 ans ou plus, ou 200 ans, de bagarre entre une ligne masculine et une ligne féminine. Mais pendant ce temps, ou un peu avant la guerre de 100 ans, c'est quoi ça? C'est le domaine d'Aliénor, d'Aquitaine, qui n'était pas reine parce que c'était un royaume, mais c'était une duchesse de son duché. C'est elle qui a hérité de son père. Alors que si ça avait été en haut, elle n'avait pas de frère aîné, mais on l'aurait donné, son royaume, on l'aurait donné à un cousin, à un oncle, etc. Hein? Voilà. Et alors, ça sépare aussi cette ligne-là, qui est un petit peu fluctuée avec le temps, avant c'était un peu plus haut, c'est le droit écrit là, et le droit coutumier là. C'est-à-dire que là, on suit les coutumes, et là, on suit ce qu'on a écrit, c'est-à-dire on suit les testaments. C'est-à-dire que tout ce qu'on écrit avant de mourir, ça a valeur, ça a autorité. Et c'est une des choses dont moi je me suis vraiment, qui m'a étonnée, c'est le nombre de notaires qu'il y a ici dans le moindre village. C'est incroyable. En Lorraine, il y a un notaire par grosse, disons, moyenne petite ville, quoi. Une ville de 4-5 000 habitants a un notaire. Mais ici, c'est les villages. Hein. La Mazière avait son notaire. Hein? Bon, c'est étonnant. Parce que dès qu'on sentait que la mort elle est arrivée, vite, aller chercher le notaire. Et dans les familles ici, bon, on a fait les arrangements, ça va, tout est réglé. C'est-à-dire qu'on a décidé qui sera héritier, qui héritera de ceci, qui héritera de cela, etc. C'est tout noté. Et alors, chaque famille doit faire un aîné. Faire un aîné, ça ne veut pas dire faire un petit, hein, non, qui sera aîné, non, c'est décider qui sera héritier. C'est ça faire un aîné. Ça, les historiens de fin 19e siècle, ils en parlent tout le temps, il faut faire un aîné. C'est quand même souvent les aînés,
c'est souvent les aînés. Mais, Pas forcément. mais Que des hommes, hein, je parle. alors ça, c'est du non-dit, c'est de l'inconscient qu'on a dans la tête. C'est qu'on croit. Moi, quand j'ai présenté pas celui-là, le bouquin Payé paysan du Limousin, j'en ai parlé, je posais la question, parce que j'étais en train de subodorer que quelque chose. Je dis, mais qui est-ce qui hérite des terres en Limousin? Bah, tout le monde me dit, mais elle est débile, celle-là, elle n'y connaît rien. Tout le monde me disait, bah, c'est l'aîné des garçons. Tout à fait. Pas forcément. Regardez les recensements de population. C'est là qu'on se rend compte que c'est clair et net. En 1906, vous regardez des recensements de population et vous regardez, il y a la liste des habitants d'une maison, le père, la mère, etc., où est née la femme du couple et où est né l'homme du couple. Si la femme du couple est née là où le lieu même, c'est qu'elle est restée. Si l'homme du couple, il est né dans le village voisin, c'est qu'il est venu gendre. C'est la foncière. C'est elle la foncière. Voilà. Et sur la Mazière basse, j'en ai compté le tiers de femmes foncières. Je n'ai pas compté à Saint-Hilaire, mais tu compteras, tu me diras. Non, mais par contre, Oui. si elle garde sa terre et qu'on la marie, c'est pas aussi dans un jamour, c'est toujours malade parce Oui. que le gendre a une terre, il est vigoureux, il y a tant d'or, tant de pièces rares et compagnie, il y a ça aussi. Ah ben oui. Oui, on est quand même d'accord. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais oui, Je vais quand même donner une anecdote. Il y a 43 ans, oui. j'étais sur le point d'accoucher, j'avais une voisine qui a accouché, déjà un peu bourgeois. Voilà, on va avec ma mère voir le nouveau-né et on arrive et là la grand-mère nous dit alors, venez voir notre aîna, vous venez voir notre aîné. Oui, c'était pas l'aîné, il y avait une fille qui était née avant. Et la grand-mère a dit, venez, ça m'avait choqué. Mais là, c'était pas milieu paysan. Hein. 43, il y a 43 ans, c'est pas vieux. Oui. Mais C'était bien vu pour l'aîné des garçons, pour le nom. Pour le nom. Pour le nom. Mais alors l'essentiel quand on fait un aîné, c'est de dire l'héritier, qui est-ce qui va être le plus apte à la perpétuité, à la transmission du bien, la terre. C'est ça qui compte, c'est la terre. Est-ce qu'il vaut mieux nommer l'aîné des garçons ou est-ce que ça serait pas finalement pas mal de nommer une fille? Parce que n'oubliez pas qu'on est beaucoup dans un pays d'émigration. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup appelés à partir pour compléter le bien, pour pouvoir garder la terre. Voilà, d'où Cadix. Les hommes partaient beaucoup. Les cordonniers, les marchands de toile, ceux qui partaient à Cadix, les maçons, alors là, n'en parlons pas. Et à ce moment-là, si on garde la fille, c'est pas notre bru qui va s'occuper de nous, c'est notre fille qui va rester là. Et elle va assurer la transmission. Et elle va se marier, mais le mari va venir habiter chez nous. Et alors, justement, je parlais des valets, mais très souvent, il y avait des valets, des hommes, des jeunes hommes, qui étaient sans terre, parce que c'est la règle de non-indivision du bien. Donc, il ne doit y avoir qu'un héritier, parce que si déjà on partage un domaine pas riche, qu'est-ce qui va rester? Donc, un seul. Donc, s'il y a des autres garçons derrière, il faut qu'ils partent, qu'ils se débrouillent, qu'ils émigrent, qu'ils cherchent un boulot, ou alors qu'ils épousent une héritière. Et alors, à ce moment-là, pour épouser une héritière, le plus facile, le plus simple, c'est de rentrer dans la famille en étant déjà valet. Et alors, moi, je pensais que c'était surtout les régions d'émigration, mais je m'en suis rendu compte en travaillant avec Daniel Delors, que vous verrez, qui a travaillé sur Perpezac-le-Noir. Perpezac-le-Noir n'est pas un pays d'émigration. Eh bien,
Elle s'en est rendue compte parce que j'ai mis le doigt là-dessus. J'ai dit, mais celle-là, celui-là qui est là, il est gendre. Ah ben oui. Et celui-là, il est venu gendre. Et celui-là, il est venu gendre. Eh bien, c'était des garçons sans terre qui venaient là où il y avait des héritières. Et ça, c'est incroyable. Et alors, c'est le désespoir des généalogistes parce qu'ils ne peuvent pas suivre les belles lignées. Voilà, donc le reste, ils ne le voient pas. Ça les embête parce que ça change de nom. Mais dans les familles, que ça change de nom, eh ben, c'est pas grave. On s'y habitue et puis c'est les lignées qui changent, mais la terre, elle reste à la même famille. C'est ça que les femmes auraient dû garder leur nom. C'était Voilà. facile à suivre. Mais bon. Et alors, moi, je compare, je vais tout de suite comparer avec mes voisins paysans, là où j'habitais en Lorraine. Il y avait une famille que je connaissais bien, de paysans, et qui avait d'abord 3 filles et ensuite un fils. Eh bien, qui a hérité? Le fils. Et les 3 autres filles? Eh bien, il y en a une qui aurait bien repris le bien. Parce qu'après, elle s'est mise agricultrice et elle a changé d'endroit. Elle a été acheter une terre avec son mari, je ne sais pas trop où. Elle était agricultrice. Mais moi, j'avais discuté. Bah oui, mais pour le nom, ça ne va pas. On garde le nom de famille, on garde le oui. C'est aussi. Et même si c'est le plus jeune qui hérite. Et il y en a un autre qui s'est placé dans un hôpital, et un autre qui s'est placé, je ne sais pas trop où. Mais il faisait d'abord le droit d'aînesse, Qui rentrait à l'armée, les parents, ils venaient que... Pardon? le droit d'aînesse qu'ils appelaient le droit Oui, d'aînesse. oui. C'est-à-dire que c'était l'aîné qui devait hériter, et il héritait aussi des vieux. Hein. Ah ben oui. Mais quand il... quand- Pour mes parents, quoi. Mais oui, mais ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ce qu'auront décidé pour le mieux du domaine les vieux. Il faut qu'ils désignent. Ils désignent. C'est eux qui. Donc c'est pour ça que le testament, il faut bien le marquer pour pas qu'il y ait de contestation. Donc moi je vous dis que à la Mazière-Basse, dans les villages, je dirais pas dans la société bourgeoise, dans les villages, il y a un tiers de femmes qui sont restées là et le mari est venu d'ailleurs. C'est que les parents ont désigné leur fille. Et ben voilà, Estimé que c'était pas voilà, son... exactement. Ils ont réfléchi à ça, du coup. Voilà. Et alors, ce qui a de caractéristique, c'est que le couple qui va rester doit vivre à peau et à feu avec les vieux parents. Donc, il va s'occuper des vieux parents. Et ils vont donner, le garçon va donner le fruit de son travail. Si, par exemple, il part cordonnier, ben, il va ramener le fruit de ses compagnes, ou maçon, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et on ramène l'argent cordonnier marchand de toit et on achète encore de la terre. Voilà. On ne se soucie pas du bien-être de son épouse, elle garde la ferme, Oui. mais on a grandi. Ben voilà. À la Mazière, il y avait un garçon qu'on appelait au Colombier le Jean des Flandres. Parce que son père était marchand de toile, Voilà. il partait partout. Voilà. Et il y avait une phrase en patois, on dit, il y aura toujours bien assez pour ses pères, parce qu'il achetait, Super. et il achetait, il a Ben acheté voilà. 120 hectares avant 1940. Ouais. Alors, on avance un peu parce que quelle heure il est? C'était quoi, quelle est l'expression? J'ai encore un quart d'heure. À four et à sang. À feu, à peau et à feu. À feu et à peau et à feu. Eh bien, le même pot et le même feu. C'est-à-dire qu'on mange ensemble. Voilà. Bon, alors, on va arriver vite parce qu'il va arriver, yes, Olivier. Alors, au XIIe siècle, l'Église impose le mariage comme sacrement. Donc, il faut se marier et ou bien les filles, si elles ne se marient pas, elles doivent aller au couvent. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, elles ne peuvent pas rester célibataires. Si elles restent célibataires, bon, alors le modèle, c'est la conception par l'Esprit Saint, c'est la virginité. Bon, ça c'est très joli. Allez voir la chapelle, l'église des pénitents de Gimel. C'est magnifique. C'est un retable qu'on a retrouvé récemment. Bon, ensuite, si les filles ne veulent pas se marier, si elle est soumise ni à un mari ni à Dieu, c'est qu'elle est sous l'emprise du diable. Donc, sous l'emprise du diable, voilà, c'est le feu. Oui, voilà. Donc, ce sont des sorcières et on les brûle, etc. À moins qu'elles fassent pénitence comme Sainte Madeleine. Si elles se repentent.
Alors, à Saint-Angèle, vous avez une très belle Sainte-Madeleine. Non, elle est à Corrèze, celle-là, qui pleure. Celle-là, c'est celle de Saint-Angèle. Elle pleure. Les Sainte-Madeleine, ça pleure toujours parce que ça se repent. Hein. Et alors, Sainte-Madeleine, regardez voir. Celle-là, c'est une Sainte-Madeleine qui se trouve où? À la chapelle des pénitents du Sel. Celle qui est sur la couverture du bouquin, là. Alors, pourquoi on reconnaît que c'est Sainte-Madeleine? Parce que elles ont toujours un crâne qui représente la vanité des choses. Bon, elles ont toujours un livre parce que Sainte Madeleine était censée être très cultivée et parler, avoir des discussions très philosophiques avec Jésus. Il y a toujours un pot de parfum parce que Sainte Madeleine est censée avoir recouvert Jésus avant sa mort de parfum. Et ça, ce sont aussi deux Sainte Madeleine. Et regardez la pose. Et regardez le petit pot qu'elles ont, comme tout à l'heure. Et toujours comme ça. Hein, et toujours un beau geste. Voilà. Et donc, je vous les remets là. Hein, vous voyez? Donc, et prendre les divinités païennes et pour les transformer en divinités chrétiennes, mais symboles de pénitence. Vous voyez tous les symboles? On en a lourd sur les épaules. Hein. Alors là, il faut dire que la Sainte Madeleine, elle est sous l'autel. Hein. Vous voyez cette belle femme comme ça, qui n'a pas du tout l'air de se repentir. Les hommes sont pénitents là, mais elle... Bon. Et alors, pendant ce temps, en Limousin, eh ben, vous avez l'amour courtois entre Marie de Ventadour et Guy Dussel. Guy Dussel, qui était son cousin, dit qu'est-ce qui, dans l'amour, a la primeur? Eh ben, le résultat, c'est la dame se doit de l'honorer comme un ami et non comme un seigneur. Voilà, donc ça y a égalité, je passe vite, hein, mais vous le trouverez dans le bouquin. Hein, je passe vite, mais parce que, bon, voilà, c'est l'amour courtois à la limousine, hein, pas de supériorité en amour. Et vous avez une autre Madeleine en Limousin, qui est la Madeleine de Notre-Dame, de la chapelle de la Mirande, qui a été noyée. La statue se trouve à l'église de Soursac, et il y a une complainte en Limousin qui dit que la Sainte Vierge et Saint Joseph se promenaient par ici, et ils ont dit à Sainte Madeleine, veux-tu venir avec nous? Elle leur a répondu, non, 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 vous n'avez pas d'assez beaux garçons, etc., etc., etc. Et en fait, bon, ensuite, ils se sont retrouvés devant une église, et quand Sainte Madeleine est arrivée avec tous ses atours, parce que ses parents l'avaient habillée de lune, de soleil, d'étoiles, etc., magnifique, les chandeliers, les cloches se sont mises à sonner à toute volée, les bénitiers à tourner, etc., les prêtres sont sortis, et le prêtre a dit « Bêche Madeleine, bêche un pot de ta grandeur ». Baisse tes grandeurs, hein? Bon. Et elle a répondu, le bon Dieu me les a donnés pour les porter tous les jours. C'est quelque chose, ça. La pénitence, non. Je suis belle, c'est le cœur même de la femme limousine. Tout à fait. Bravo. Bravo, Françoise. Après, les femmes limousines ne sont pas comme les autres. Et ben voilà. Alors, on passe là, les conciles, etc., l'hérésie cathare, on passe là-dessus, en avant chevalier du Christ, etc., etc. L'annexion du sud par le nord, bon, on va passer là. Ça, ensuite, la chaire à prêcher de l'église de la Mazère-Basse, hein, Louis XIV, symbole de l'oppression des paysans par le centralisme, l'oppression par la surcharge des impôts, qui obligeait les hommes à partir pour gagner l'argent, pour payer l'argent des taxes. Donc, ils partaient pour pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, les impôts de Louis XIV, ce n'était pas en nature, c'était en argent, ils n'avaient pas le moindre argent, donc il fallait gagner l'argent. Voilà. Là, on voit toujours, il y a très peu de gravures, d'iconographie sur des familles de paysans. Chaque fois, il y a un bonhomme qui part. Donc là, regardez, celui-là, on voit bien que c'est la femme qui lui dit « Tu vas là et tu me ramènes de l'argent. Hein »
Bon, tu vas bien me vendre là, tu vas bien le négocier, ou tu vas te trouver à t'embaucher, mais tu me ramènes quelque chose. Ça, voilà. Là, encore une autre, il part, il quitte son village. Là, eh ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même origine, elle est là, et le voilà qui revient, et il lui ramène des sous. Voilà, il est parti, il revient. Et il est bien mieux habillé que quand il est parti là. Il est mieux coiffé, il a un plus beau chapeau bien neuf. Et elle aussi, Voilà. bien vêtue. Et elle, bien vêtue. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est le gendre et la foncière? J'en sais rien. Moi, j'interprète ça comme ça parce que j'ai l'esprit mal tourné. Mais voilà. Et là, une autre photo vers 1900. On change d'époque. Il y a toujours cette personne, comme tout à l'heure. Mais regardez bien. Alors, même si j'ai l'esprit mal tourné, on se doute bien que ça va être c'est le père qui est. Donc là, c'est sa femme qui est un petit peu. Et la grand-mère qui ne s'est pas mariée. Alors, entre là et là, qu'est-ce que vous en dites, vous? Il y a bien un gendre. Il y a bien un gendre. Il y a un gendre. Et il y a une fille? Oui, Eh bien voilà. voilà. Vous l'avez trouvé, j'ai rien dit. Ouais, Elle a ouais. épousé le valet, là. Elle a épousé le valet, ça Puis se elle n'a voit. pas du tout la même expression. Hein. Ah ben non, ben écoutez, elle est souriante, elle a une belle robe, et le pauvre gars, Alors, il fait Le pauvre gars, ben, il est là quand même. Oui, il est exploité. Ces gendres valets étaient exploités. Exactement. Je vous en dirai plus, il y a une chanson Limousine où la fille ne veut pas filer. File, ma fille, on t'offrira des beaux sabots, on t'offrira un beau tablier. File, ma fille. File, ma fille, avec le valet, tu te marieras. Eh bien, elle dit, oui, ma fille, je m'en vais filer. Ma mère, je m'en vais filer. C'est extraordinaire. Très bien. Hein? Bon, voilà, donc c'est... je- Le poids, il est... Et puis un seul enfant. Ça, c'est Madame Lémarie, une dame qu'on a connue, sa tante, qui disait on faisait tout pour n'avoir qu'un seul enfant, pour ne pas avoir à partager, justement. Eh bien, quand il n'y a qu'un garçon, l'aîné, le garçon, évidemment, on lui donne. Alors, moi, je mets un bémol, c'est-à-dire que quand il y avait 3-4 gamins, après le XXe siècle, hein, Oui. 19e, 20e, quand on pouvait marier des enfants à telle ferme, il y a des croisements qui sont faits entre Oui. cette commune de la Mazère où vit Oui, Marie-France et la commune voisine Saint-Hilaire-du-Poupalis. Quand on a 3 enfants, on guette aussi, on a des contacts, comme on Eh peut ben. marier telle fille à tel paysan. eh bien voilà. C'est pas si surpris. Eh ben oui. C'est pas vu du tout. Eh ben oui. D'accord, hein. Eh ben oui. Eh ben oui. Mon père racontait que le mariage avait été fait entre deux voisins parce que c'était deux petits fermiers qui n'avaient pas assez d'argent et ils ont agrandi la ferme. Bah oui, bah Et voilà. jusqu'au oui. début des années C'est 50. classique, ça. Eh ben voilà. Chez nous, jusqu'au début Eh des ben années voilà. 50. Oui, c'est 50, c'est pas loin. oui. Ben non, c'est pas loin. Du tout, hein. C'est pas loin du tout, hein. C'était une- Bon, alors là, on retombe sur cette femme. Alors, sur la place forte des femmes dans les rituels, dans la transmission, dans l'esprit. Marcel Delpas, que vous voyez là, c'est la femme qui a tout dit. Elle vous dit, en français, celle qui sait, qui connaît les gestes à faire, les formules à réciter, les plantes, etc. Celle qui apprend aux enfants leurs prières, leurs contes, qui leur transmet vraiment tout, l'âme d'ici, l'âme paysanne, c'est vraiment la femme. Et puis, quand vous avez... c'est les femmes qui continuent à entretenir quand même le sacré, les rituels, la religion, qui pensent à tous les gestes à faire. Bon, les hommes sont censés aller à l'église, mais on sait très bien qu'ils sont au bistrot. Hein, mais c'est les femmes qui transmettent le sacré, quel que soit le sacré. Hein, Et ça elles peut... prient et elles donnent de l'argent ou un petit à l'église pour que leur mari ait aussi une indulgence pour monter au paradis directement. Ils ne passeront pas par l'enfer. Eh ben voilà. Enfin, je dis pas. Oui, non, mais c'est vrai. Parce que, ben oui. Donc, on revient au tissu, le tissu auprès des bonnes fontaines. Là, c'est la Fontfort à Benaille. Vous voyez, c'est Benaille? C'est pas loin d'ici. 3 km de l'autoroute. Non, c'est pas là. C'est Lot. Non, c'est vers Chambray, vers Masseret. Ah, il y a un Bénail là-haut, il y a un Bénail aussi dans le nord. Masseret, vous prenez la sortie, quand vous allez vers Limoges, vous prenez la sortie Masseret. Hein, et dans Masseret, vous retournez à gauche, vous traversez l'autoroute, vous faites 4-5 km. Et là,
et à Bonnefontaine, à 4 km de l'autoroute. Tu vois? Donc ensuite, vous vous garez à un endroit pas trop loin et vous faites 100 mètres à pied dans les bois. De l'autre côté, il y a une ferme. Mais voilà, vous avez ça. Vous avez de l'autre côté, il y a juste une ferme là. Vous avez un trou d'eau que Gaston Vuillet a peint. Il y a peut-être des photos là tout à l'heure. Et là, vous avez une croix quand même. Eh oui, Mais alors, tous les linges qui sont apportés. Mais ça veut dire que ces linges, ils sont pas anciens. Ah ben, ils sont tout à fait récents. Ça- Moi, j'y vais récemment. Il y a toujours des linges nouveaux. Ça fonctionne. Il y a toujours des linges nouveaux. Alors, regardez, là, vous avez une femme qui est en train de faire couler de l'eau dans le dos de sa copine, sa sœur, hein, contre les rhumatismes. Vous avez, je ne sais pas si je voulais... Là, c'est une femme Ça, je la connais. qui trempe son enfant dans la fontaine Saint-Paul à Saint-Pierre. Gaston Vuillet, vous le verrez aussi là-dedans, il décrit que le curé a été appelé pour ouvrir la fontaine. Il est venu et le gamin, on lui a mis un sou dans la main et c'était le présage. S'il le lâchait, ça veut dire que la fontaine acceptait l'offrande. S'il le gardait crispé, ça veut dire que ce n'était pas bon signe. Il a l'air. Il n'a pas l'air bien. Oh ben alors Gaston Vuillet il dit je ne sais pas le résultat de, mais très souvent les gens ils reviennent pas souvent, ni se vanter ni annoncer que ça n'a pas marché parce que c'est ni l'un ni l'autre, c'est à dire, on le garde donc voilà donc là donc il y avait des femmes qu'on appelait les recommandeuses où elles tiraient les sangs, SAINT évidemment. Donc, c'était un moyen de divination quand vous avez un mal quelque part. Donc, cette femme-là, elle était à Lubersac et elle était recommandeuse. C'est-à-dire que vous, quand vous avez un mal quelconque, vous allez voir le généraliste, si vous en trouvez. Oui, je crois qu'il est plutôt simple alors, le problème. Vous allez voir le généraliste. Le généraliste va vous ausculter, vous prendre la tension, le pouls, etc., tout ce que vous voulez. Et il va vous dire, il va vous donner un rendez-vous pour le pneumologue, le cardiologue, l'oncologue, etc., etc. Mais en ce temps-là, d'abord, il y avait très peu de médecins. Les médecins, ils coûtaient cher. Il fallait les payer. Hein. Souvent, ils habitaient loin. On allait voir une recommandeuse. La recommandeuse, c'est une femme qui allait vous dire à quelle bonne fontaine il faudrait aller. Mais comment elle faisait pour savoir à quelle fontaine allait guérir la personne qui se présentait. Donc, lui poser quelques questions. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elles avaient un procédé un peu totalement divinatoire. C'est-à-dire qu'elle prenait c'est ce que raconte Gaston Vuillet, hein, en 1870-80. 90. Donc, dans la revue Le Tour du Monde, où là, donc j'ai réédité Gaston Vuillet dans ce bouquin. Ah, mais je ne l'ai pas là. Mais il y a un livre qui s'appelle Sorcellerie et culte des fontaines sur mon stand. Oui, je le lis, ça. Il y est. Bon, alors, pas dans celui-là, mais dans l'autre. Alors, elle a une bassine d'eau, et dans cette bassine d'eau, elle va lâcher, en leur donnant un nom, le nom d'une fontaine, des tisons incandescents, plutôt de noisetier, parce que c'est l'arbre un peu sacré. Et il y en a, chacun va se concentrer et prier. Il y en a qui vont surnager, il y en a qui vont plonger. Et bien ceux qui vont plonger vont indiquer à quelle fontaine il faudra aller. C'est des observations. Ça, je l'ai entendu. Ben, à ce moment-là, c'était tout frais. Gaston Vuillet, il a interrogé les gens. Il était très ethnologue. Hein. Et ça a duré jusqu'en 1914. Ça, c'est encore les guerres qui ont mis un coup d'arrêt. Il y a Oui. peu après la guerre. Après, il y avait des femmes qui ont levé le feu, qui existent Oui, encore. Enfin, ça existe toujours. Oui. Mais ça existe toujours. Hein. Ah bah oui, Oui, oui. oui, bien sûr. Ah, oui, oui. il y en a encore. Mais à l'hôpital, on vous envoie chez Absolument. tel ou tel
quelqu'un qui lève le feu. Ah ben ça, c'est. Et tous les hôpitaux, Ben non, moi j'en connais. Hein? tous les hôpitaux de Grand Brûlé, on Oui. de feu. D'ailleurs, il y a l'hôpital de Strasbourg qui en a un qui fait grand Dieu qui s'en charge. Oui, 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 mais c'est courant maintenant. Ben, Brûlé au visage par l'explosion de gaz, pour enlever le feu à l'hôpital de Main. Et aussi les zonas. C'est très Oui. efficace pour les zonas. oui, 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 oui. Donc, Très efficace. et je vais vous dire qu'en ce moment, il y a une recrudescence de personnes qui disent avoir, qui savent soigner. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on n'osait pas trop dire qu'on allait voir. Mais maintenant, il y a plein de, même des jeunes. Elle me dit, moi j'enlève le feu, il n'y a pas de problème. Oui, oui, il y en a qui disent, c'est un tel qui m'a passé le don. D'autres qui disent, non, je l'ai découvert tout seul, que je me rendais compte. Voilà. Et alors, je peux vous dire que dans le milieu du plateau de Millevaches et des néo-ruraux, sur lequel je travaille actuellement, il y a plein de... Il y a beaucoup de retours ou de réinvention de vieilles pratiques. Il y a plein de gens qui disent, moi je connais les herbes, moi je sais lever le feu. Il y a souvent qui disent, moi je suis sorcière. On avoue, c'est pas qu'on avoue, c'est qu'on est fier de se revendiquer sorcière et de s'attribuer des dons, réels ou supposés, j'en sais rien, mais ça se dit et ça se développe. Quand ça marche et qu'on voit que ça marche, c'est quand même étonnant. Eh ben oui. Mais je pense que c'est des gens qui ont Eh ben oui. une sensibilité particulière. Oui. Oui. Qui sentent Alors, François. Est-ce que tu pourrais dire, enfin, si tu dois le savoir, que Gaston Villiers, il y a des très beaux musées du cloître, il y a Oui. encore une exposition, Oui, et que la municipalité de Gimel a racheté la Oui. maison de Gaston Villiers, oui, veut la restaurer oui. et veut faire une œuvre. Alors, peut-être que tout dans vos greniers, dans vos archives, vous pouvez tomber parce qu'il en existe encore, ça ressort toujours. Hein, Oui, oui, oui. Des gravures, des choses, Gaston des dessins Villiers. Gaston Villiers. Ah oui. Et ça serait un beau projet pour ce projet. Bah oui, mais le maire de Gimel, il est très à fond là-dedans, Alain Sentier. Et Voilà. il a reconstitué déjà la maison de Gaston Villiers. Et voilà, c'est vrai. Hein, voilà. La gravure, là, pardon. Oui, La là. gravure, c'est Gaston Villiers. Ah oui, oui, oui. Là aussi. C'est là aussi. Et dans le livre, pas celui-là, mais l'autre, sur les fontaines, eh ben, c'est une réédition, donc vous trouvez tous ces textes. Voilà, alors là, c'est la photo d'une bonne fontaine vers Bubersac en 1980, en plein bois. Donc vous aviez plein de tissus, en plein bois comme ça. C'est une photo de Dominique de Combes qui s'est intéressé à ce sujet-là, avec des petits gobelets aussi pour pouvoir se le verser, parce qu'il faut que ça coule de haut en bas. Voilà, et puis ça, c'est à Cussac, en Haute-Vienne. Il y a même indiqué les bonnes fontaines, et là, il y a un gros châtaignier couvert de linge. Là, vous avez en dessous là, une fontaine, mais c'est impressionnant, parce que c'est impressionnant. Bon, il y a toujours des nouveaux linges tout vifs, pas décolorés, en dessous, il y a des loques, quoi. Et voilà, et bon, dernière image, non, c'est pas dernière image, c'est pas grave. Je passe vite, là, c'est une procession à Notre-Dame-des-Gurandes où le prêtre, alors que la femme, bon, c'est sa servante, là, à Mauriac, ce sont les prêtres qui bénissent les chevaux, le 9 à Chapin-Saint-Maury, 9 juin 2017. Et alors, écoutez ce que dit Georges Sand. Georges Sand a dit, le curé fait sa conjuration aussi à sa mode. De tous les sorciers, c'est peut-être lui le plus sorcier. Georges Sand. Voilà. Voilà, alors là, c'est la dernière image. Ça, c'est la femme qui apporte à son mari un peu d'eau de la bonne fontaine parce qu'il est mourant. Les femmes qui sont maîtresses des temps sacrés. Et puis là, vous avez une superbe sculpture. Tu vas savoir qui c'est, toi. D'où elle vient cette... Il n'y a pas la entière. Sculptée dans une souche, sculptée à la masère basse par les frères Trek. Dans une souche.
parce ils avaient une grande vénération pour leur mère. Ils étaient sculpteurs de joues, les joues, hein, ça, mais ça allait à moi, celle-là. Et puis voilà, je termine celle-là par cette magnifique photo de Simon Louradour. Tout le monde me dit, on croirait ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Elles sont toutes comme ça, ridées comme une pomme. Le petit mouchoir là, vous savez, un petit mouchoir où les enfants barbouillés, on leur fait ça, ou alors une larme, ou alors voilà, les sabots noirs, le petit pull noir, et puis voilà, et puis j'en arrête là parce que... Merci beaucoup. Merci.